C'est incroyable à quelle vitesse les choses peuvent être oubliées quand personne n'a plus de connaissances directes pour en parler. Vous connaissez peut-être la vie de vos grands-parents, mais que savez-vous de leurs grands-parents? Connaissez-vous la situation de votre famille 200 ans avant votre naissance? Si la réponse est non, comment pouvons-nous espérer comprendre pleinement les mystères d'un passé lointain? Numéro 1. Le masque de parade de la cavalerie de fer. Nous continuons avec une découverte romaine très rare qui a eu lieu en Roumanie en février 2023. Il s'agit d'un masque de parade de cavalerie en fer vieux d'environ 1000 ans. Les masques de parade romains sont des trouvailles rares, mais celui-ci est particulièrement unique. Parmi les rares masques de parade trouvés en Roumanie, tous étaient en bronze. C'est le seul que l'on trouve dans le pays en fer. Malheureusement, le fait qu'il soit en fer signifie qu'il est très rouillé, ayant passé des siècles enfoui dans un sol humide. Les experts indiquent que le masque est du type calque, reconnaissable à la finesse des fentes oculaires, au nez large et à l'expression étrangement paisible. La découverte a été faite par Betec Biorel, un détecteur de métaux amateur, ce qui est rare puisqu'en Roumanie, il faut une licence gouvernementale pour posséder des détecteurs de métaux. Ce masque appartenait probablement à quelqu'un en poste au fort romain voisin de Bimbu pendant les guerres daces. Espérons qu'il sera bien meilleur après avoir été nettoyé et préservé. Numéro 2. La dalle Saint-Bélec. La plus ancienne carte de l'Europe est une affirmation très controversée concernant cet artefact ancien, mais elle pourrait être exacte. La dalle a été découverte pour la première fois en France en 1900, même si elle était initialement considérée comme insignifiante et a été perdue pendant plus d'un siècle avant d'être redécouverte et examinée de plus près. C'est cet examen récent qui a conduit à l'idée que cet artefact de l'âge du bronze pourrait être plus important qu'il n'y paraît. La dalle est recouverte d'inscriptions et de marquages que l'on pensait autrefois symboliques, mais les experts estiment désormais qu'il s'agit d'une représentation topographique précise de la rivière Odé et de ses environs. Si cela est vrai, ce serait une réalisation incroyable, étant donné que les personnes qui l'ont créée ont vécu il y a environ 4100 ans. Si l'on interprète la dalle comme une carte, elle peut probablement être considérée comme une indication du territoire ayant appartenu à un chef ou à un roi de l'époque. Le fait que la dalle ait été intentionnellement brûlée, brisée puis enterrée pourrait représenter la conquête du territoire par une autre entité. Cependant, tout cela n'est que conjecture. L'idée selon laquelle il s'agit de la plus ancienne carte d'Europe est rapidement acceptée comme une réalité. Numéro 3. Poignards en os humain. Les poignards en os sont des découvertes archéologiques relativement courantes en Nouvelle-Guinée. Ce sont souvent des objets richement décorés, et on pense que la qualité et la beauté de chaque poignard étaient un signe du prestige et de la puissance du guerrier qui le possédait. Jusqu'en 2018, les scientifiques et les archéologues pensaient qu'il existait une autre façon pour les anciens guerriers de Nouvelle-Guinée de revendiquer leur pouvoir. Si la plupart des poignards trouvés dans le pays sont fabriqués à partir d'os d'animaux, certains d'entre eux sont fabriqués à partir d'os humains, notamment des os de cuisse. Ces poignards en os humain semblent avoir été très rares, ce qui suggère qu'ils étaient réservés aux personnes de haut statut. Il ne s'agissait cependant pas d'objets de cérémonie. Il ressort clairement de l'état de certains des spécimens récupérés que ces poignards ont été utilisés en combat rapproché. Il existe des récits d'explorateurs du XIXe siècle indiquant que les tribus de Nouvelle-Guinée utilisaient des poignards en os humains pour pratiquer à la fois le cannibalisme et la mutilation. Cependant, jusqu'à récemment, ces histoires étaient considérées comme sensationnelles. On sait désormais que la pratique de fabrication de ces poignards s'est poursuivie jusqu'au milieu du XXe siècle. Numéro 4. La villa gallo-romaine de Langaéron. En novembre 2016, les archéologues travaillant sur un site proche du village de Langaéron, en Bretagne, en France, ont été récompensés de leurs efforts par la découverte d'une immense villa gallo-romaine. La villa se compose de plusieurs bâtiments disposés en forme de H, autour d'un patio entouré de galeries à colonnes. Le patio couvre à lui seul plus de 16 000 pieds carrés. L'emplacement de la villa, qui remonte au 1er siècle, a probablement été choisi pour la vue imprenable qu'elle offrait sur le Rhin.
Les preuves archéologiques sur le site suggèrent que la propriété a été agrandie à plusieurs reprises après sa construction et est restée utilisée jusqu'au 1er siècle. 17e siècle. 4. La structure la plus impressionnante restante est peut-être le complexe thermal, qui couvre plus de 4300 pieds carrés et comprend une piscine chaude, une piscine froide, un bain de pieds et un caldarium avec sauna et jacuzzi. Celui qui y vivait devait être immensément riche, mais aucun élément d'identification n'a été trouvé sur le site. Les historiens ont conclu qu'il appartenait à une famille noble de la ville de Curiosita, même si cette information ne nous en dit pas beaucoup plus. Numéro 5. Fragment. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent de l'impact que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur l'espèce humaine à l'avenir, mais ici, elle s'avère être un outil puissant pour les archéologues. En février 2023, des archéologues ont annoncé l'invention d'un nouvel outil d'IA appelé « Fragment ». Ils espèrent l'utiliser pour reconstituer les mystères des anciens textes babyloniens. L'outil a été développé à l'Institut d'assyriologie de l'Université Ludwig Maximilian en Allemagne et devrait permettre des progrès significatifs dans le décodage de textes actuellement illisibles. Les chercheurs de l'université ont traité plus de 22 000 fragments de textes non traduits provenant de tablettes cunéiformes babyloniennes et espèrent en analyser bien d'autres. L'outil est capable d'identifier les fragments correspondants, recréant ainsi des tablettes cassées. Vous pouvez également faire correspondre les sections d'écriture en fonction de ce que vous savez sur des mots et des expressions identiques sur d'autres tablettes. Les résultats préliminaires sont encourageants, l'outil étant testé et utilisé par environ 200 universitaires à travers le monde. À terme, l'équipe universitaire espère rendre Fragment accessible à tous. Numéro 6. Chambre funéraire à Abydos. Notre prochaine découverte intrigante vient de l'ancienne ville égyptienne d'Abydos. En novembre 2016, des archéologues ont localisé le site d'une chambre funéraire en briques crues, qui semble avoir servi de lieu de sépulture pour un navire funéraire du roi il y a environ 3800 ans. Le navire était le seul objet physique dans la chambre funéraire, mais pour une raison quelconque, il était accompagné de dessins d'une flotte entière de navires similaires sur les murs, soit un total de 120. Il est probable que le navire appartenait à un roi de la 12e dynastie, connu sous le nom de Senusret II, puisque sa tombe a été située à proximité du site. Cet endroit a peut-être été découvert beaucoup plus tôt, car l'archéologue britannique Arthur Weigall a remarqué ici quelque chose d'inhabituel en 1902 et a commencé les fouilles. Cependant, le toit s'est effondré pendant que son équipe travaillait, et ils ont donc abandonné le projet. Ces navires devaient prendre vie dans l'au-delà et transporter le dirigeant décédé dans son voyage à travers l'éternité. Même si en trouver un entouré de tant de dessins est unique, nous ne savons pas ce que ce navire a fait pour mériter un tel traitement spécial. Numéro 7. Collection de harpons et d'épées en cuivre. Il s'agit d'une découverte incroyable survenue par hasard en juin 2022. Un agriculteur du district de Mainpuri, dans l'Uttar Pradesh, en Inde, était en train de labourer son champ lorsqu'il a remonté à la surface une collection de harpons et d'épées en cuivre enfouies depuis au moins 4000 ans. Année. Le fermier pensait que les objets étaient en or plutôt qu'en cuivre, alors au lieu d'alerter les autorités, il les a ramenés chez lui et les a bêtement cachés. Il s'est ensuite vanté de cette découverte auprès de ses amis, ce qui a amené la police à le découvrir et à perquisitionner son domicile. Aujourd'hui, les objets sont entre les mains de professionnels, qui se demandent pourquoi ils ont tous été enterrés ensemble dans un seul groupe. Étaient-ils cachés avec l'intention de revenir les chercher? Ou y avait-il ici une installation de production d'armes il y a 4000 ans? Ce qui semble clair, c'est que ces armes ont été conçues pour une force de combat suprême, elles n'étaient pas le type d'armement que la personne moyenne de l'époque possédait. Il ne semble y avoir aucune autre preuve archéologique sur le site, donc ces questions, malheureusement, pourraient ne jamais trouver de réponse. Numéro 8. Parchemin NGD. À mesure que la technologie progresse, nous sommes en mesure d'ouvrir ou d'examiner des artefacts anciens sans les toucher ni les déballer. L'un de ces artefacts est un rouleau gravement brûlé, trouvé dans la ville d'En-Gedi, en Israël, en 1970.
La ville a entièrement brûlé au début du VIe siècle, ce qui explique l'état du rouleau, trouvé dans l'arche sacrée du village local. Synagogue. Le parchemin était déjà ancien au moment de l'incendie, ayant été écrit au IIIe ou IVe siècle. À l'aide d'un programme développé par le professeur Brent Seal et son équipe de l'Université du Kentucky, le parchemin a été numérisé et déballé numériquement en septembre 2016. Le contenu révélait les 8 premiers versets du livre du Lévitique. Ainsi, le rouleau d'En-Gedi est officiellement le plus ancien livre de Torah découvert depuis la célèbre découverte des rouleaux de la mer Morte. C'est aussi le seul exemple au monde d'un livre du Pentateuque trouvé à l'intérieur d'une arche sacrée. Cette technologie est désormais utilisée pour étudier d'autres documents anciens délicats, notamment des rouleaux trouvés à Pompéi et à Herculanum. Numéro 9. La tablette Kish. Ensuite, nous passons en revue la tablette Kish. Cet artefact en calcaire doit son nom au fait qu'il a été découvert dans l'enceinte de l'ancienne ville sumérienne de Kish, en Irak. Il existe une certaine confusion quant à la date exacte de sa découverte, certaines sources indiquant 1923 et d'autres 1933. Les scientifiques ont daté la tablette de la période d'Uruk, il y a plus de 5000 ans. Selon la plupart des experts en langues et cultures anciennes qui ont inspecté la tablette de Kish, il s'agit du document écrit le plus ancien au monde. Cela le rend extrêmement significatif, et nous serions ravis de pouvoir vous dire ce qu'il dit, mais nous ne le pouvons pas. L'écriture sur la tablette, si elle écrit, est partiellement pictographique. Les signes semblent être un type de protocunéiforme. Nous avons suffisamment de difficultés à traduire les inscriptions cunéiformes, nous n'avons aucune chance de traduire le protocunéiforme à moins que notre compréhension des origines de l'écriture ne progresse. Il est très probable que la tablette de Kish contienne un message, voire plusieurs messages, mais il est loin d'être certain que nous pourrons un jour le comprendre. Numéro 10. Plaque d'or à Java. Les trésors dorés constituent le type de découverte archéologique le plus fascinant pour de nombreuses personnes. Jetons donc un coup d'œil à une découverte en or sur l'île indonésienne de Java. Il s'agit d'une collection de 22 petites plaques d'or, chacune portant des symboles religieux. Les plaques ont été trouvées ensemble dans une boîte en pierre non loin d'un ancien temple bouddhiste. Des experts en archéologie ont été appelés sur le site du village de Ranjan après que la découverte ait été faite accidentellement par des ouvriers du bâtiment qui construisaient un aquifère. Les archéologues pensent que les plaques ont été réalisées au 8e siècle. Chacun est en or 18 carats et les symboles sont pour la plupart dédiés au dieu du vent, connu sous le nom de Dewa Lokapala, de la religion javanaise basée sur l'hindouisme. L'Agence de conservation du patrimoine de Java Central a pris possession des objets après la découverte en septembre 2016, mais a veillé à ce qu'une récompense soit versée à la fois aux ouvriers du bâtiment et aux propriétaires du terrain où la découverte a été faite. Étant donné que les plaques se trouvaient dans une boîte décorative, il est probable qu'elles aient été enterrées en guise de bénédiction ou d'offrande lorsque les travaux sur le temple voisin ont commencé. Numéro 11. Le tombeau de Qasr al-Farid dans le désert saoudien. Et si on vous disait qu'un immense tombeau se trouve au milieu de nulle part? Assez effrayant, non? Eh bien, dans le nord-est de l'Arabie saoudite, un mystérieux bâtiment massif se trouve sur le sable, il s'agit d'un tombeau. C'est vrai, ce château solitaire, comme on l'appelle, est le tombeau de Qasr al-Farid. Il est creusé dans un rocher qui semble surgir littéralement de nulle part. Apparemment, le tombeau a été construit par la civilisation nabatéenne il y a 2000 ans. La même connaissance minutieuse de la sculpture sur pierre a été retrouvée dans la nécropole d'Egra. Depuis que le tombeau de Qasr al-Farid surgit littéralement de nulle part dans le désert, de nombreux chercheurs s'interrogent sur ses origines. Cependant, le tombeau n'est pas très loin du vaste site archéologique de Madin Sali. Le site a été découvert et exploré au début du XXe siècle et, devinez quoi, plus de 500 tombes ont été découvertes et étaient également liées aux vestiges de la ville nabatéenne d'Egra. Ce bâtiment est encore plein de mystères. Il semble avoir été laissé en pleine construction, car une façade est sculptée avec une infinité de détails tandis que l'autre est restée intacte. Et le plus fou,
c'est qu'il ne semble y avoir aucune trace d'inhumation dans cette tombe. Le défunt pourrait-il se réveiller et disparaître? Numéro 12. Les grands couples de Snettisham. En regardant le grand orque Snettisham au British Museum, vous pourriez supposer que cette magnifique pièce en or appartenait autrefois à un roi ou une reine britannique. Si vous deviez deviner son âge, vous ne diriez probablement pas qu'il a plus de 300 ou 400 ans, car il est dans un état remarquablement bon et sa conception complexe indique clairement un savoir-faire artisanal. Cependant, cette hypothèse serait loin de la vérité, car cet incroyable couple d'or a été créé il y a un peu plus de 2000 ans. Il s'agit du Thor de l'âge du fer le plus beau et le mieux conservé jamais découvert au Royaume-Uni, et il provient du tristement célèbre trésor de Snettisham, mis au jour en 1950. Nous datons l'objet plus précisément grâce à une pièce de monnaie trouvée avec lui, qui indiquait qu'il avait été frappé. En l'an 75 avenue, on sait que la tribu Iceni a vécu dans cette partie de l'Angleterre à cette époque, il est donc possible que ce couple appartienne à l'un de leurs chefs. Il n'est pas de conception romaine et il est difficile d'imaginer qui d'autre aurait le statut ou les ressources nécessaires pour posséder un torque en or massif. Numéro 13. Symbole mystérieux gravé dans le désert du Qatar. Au nord-est du Qatar, dans un lieu appelé Al-Jassasiya, une mine de grès abandonnée a été découverte cachant des centaines de symboles mystérieux. Cet impressionnant site historique abrite près de 900 gravures rupestres appelées pétroglyphes. Ces pétroglyphes fascinants s'étendent sur une superficie de 700 mètres et ont été découverts pour la première fois en 1957. Cependant, on estime qu'ils remontent à 300 avant JC, ce qui en fait un trésor historiquement important. Ces gravures mystérieuses prennent différentes formes et nous offrent une vision fascinante du passé. Certains d'entre eux sont de simples ovales, et les historiens suggèrent qu'ils pourraient représenter des récipients utilisés pour stocker des perles ou même des jeux de société anciens, ce qui nous renseigne sur l'importance de la culture et du divertissement à cette époque. En revanche, il existe des gravures beaucoup plus complexes qui représentent des animaux comme des poissons et des autruches, ce qui nous fait réfléchir sur la faune et la diversité de cette époque. En plus de ces dessins, vous pouvez également voir des sculptures de rangées de rosaces gravées, qui nous montrent l'habileté et l'activité des artistes anciens. Comme si cela ne suffisait pas, on a découvert des bateaux traditionnels qui sont encore utilisés aujourd'hui, ce qui nous permet d'imaginer à quoi ressemblaient les moyens de transport à cet endroit et à cette époque. Numéro 14. Le conducteur de chars de Delphes. L'orige de Delphes tire son nom du fait qu'il s'agit d'une statue d'un ancien conducteur de chars grec. Elle a été découverte dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes, en Grèce, en 1896. Le nom grec de la statue, considéré comme un chef-d'œuvre de la sculpture en bronze antique, est Enioko, qui se traduit par « celui qui tient les rênes ». Certains historiens pensent que la statue représente Polysalo de Jola, un chef tyrannique de Sicile, et qu'elle a été érigée pour commémorer sa victoire dans la course de chars aux Jeux Pythiques en 474 avant JC. Cependant, un autre groupe d'historiens estime que la personne représentée est Hieron, frère de Polysalo, qui célébrait également une victoire dans la course de chars, mais aux Jeux Olympiques. La statue est tout ce qui reste de ce qui était autrefois une œuvre d'art beaucoup plus grande, qui comprenait 4 chevaux et peut-être une paire de palefreniers. L'orige de Delphes est très probablement l'œuvre de Pythagore de Rhégium, un sculpteur remarquable de l'époque qui vivait en Sicile. Cependant, la possibilité qu'il s'agisse du sculpteur grec ancien Calami n'est pas exclue. Les statues en bronze de cette époque sont rares car elles étaient souvent fondues pour réutiliser le matériau, mais celle-ci a partiellement survécu car elle a été ensevelie sous un éboulement.